Mon problème n'a pas cessé d'être toujours la vérité, le dire vrai, et le rapport entre dire vrai et forme de réflexivité, réflexivité de soi sur soi. C'est ce qu'affirme Michel Foucault un an avant sa mort, dans un entretien au cours duquel il lui est demandé avec une certaine insistance d'éclairer son positionnement théorique par rapport aux grands courants de pensée de son époque. Ma question, précise-t-il encore, c'est celle-ci. À quel prix le sujet peut-il dire la vérité sur lui-même ? Il réécrit même toute son œuvre à travers cette interrogation. Comment peut-on dire la vérité sur le sujet malade ? Comment peut-on dire la vérité sur le sujet fou ? C'étaient mes 2 premiers livres. Il poursuit. Et puis j'ai posé ce même genre de questions à propos du criminel et du système punitif. Comment dire la vérité sur soi en tant qu'on peut être un sujet criminel ? Et c'est ce que je vais faire à propos de la sexualité, en remontant beaucoup plus haut. Comment le sujet peut-il dire vrai sur lui-même en tant qu'il est un sujet de plaisir sexuel ? Une observation liminaire doit ici être faite. Dans cette série d'interrogations que je viens d'évoquer, il y a une différence importante qui ne semble pas relevée par Michel Foucault lui-même entre entendre la vérité que le sujet dit sur lui-même, ce qui relève de l'attention à la subjectivation, et dire la vérité sur un sujet, ce qui participe d'une forme d'objectivation. Cette tension autour de la véridiction, le dire vrai, entre 2 modes de lecture qu'on pourrait qualifier pour l'une de psychologique, au sens où elle viserait l'intériorité de la relation à soi, et pour l'autre d'anthropologique, au sens où elle porterait sur un savoir culturellement défini, se retrouve dans plusieurs de ses écrits. Définissant l'année suivante sa contribution à la philosophie dans une notice autobiographique, Michel Foucault apporte toutefois une certaine clarification sur ce point qui n'existait pas dans l'entretien. D'une part, dit-il, la question est de déterminer ce que doit être le sujet, à quelles conditions il est soumis, quel statut il doit avoir, quelle position il doit occuper dans le réel ou l'imaginaire, pour devenir sujet légitime de tel ou tel type de connaissance. Bref, il s'agit de déterminer son mode de subjectivation. Et d'autre part, il dit encore, la question est aussi et en même temps de déterminer à quelles conditions quelque chose peut devenir un objet pour une connaissance possible, comment elle a pu être problématisée comme un objet à connaître, à quelle procédure de découpage elle a pu être soumise, la part d'elle-même qui est considérée comme pertinente. Il s'agit donc de déterminer son mode d'objectivation. Comment donc penser ensemble ces 2 épistémologies symétriques et complémentaires, à savoir subjectivation et objectivation ? À nouveau, la vérité, selon Michel Foucault, établit entre elles un trait d'union. Je le cite, « C'est de leur développement mutuel et de leur lien réciproque que naissent ce qu'on peut appeler les jeux de vérité. C'est-à-dire non pas la découverte des choses vraies, mais les règles selon lesquelles, à propos de certaines choses, ce qu'un sujet peut dire relève du vrai et du faux. Ces jeux de vérité vont lui permettre de préciser le double rapport à la psychologie et à l'anthropologie. D'un côté, dit-il, il ne s'agit pas de savoir comment s'est constituée au cours de l'histoire une connaissance psychologique, mais de savoir comment se sont formés des jeux de vérité divers à travers lesquels le sujet est devenu objet de connaissance. Exit donc la psychologie à laquelle il avait consacré ses premiers enseignements. La subjectivation ne relève pas d'une expérience intérieure, mais d'un regard extérieur, autrement dit, presque paradoxalement, d'une objectivation de la condition de sujet. Et de l'autre côté, s'impose, je le cite encore, un scepticisme systématique à l'égard de tous les universaux anthropologiques, car tout ce qui nous est proposé dans notre savoir comme de valeurs universelles, quant à la nature humaine ou aux catégories qu'on peut appliquer au sujet, demande à être éprouvé et analysé. Exit, par conséquent,
non pas l'anthropologie en tant que telle, mais celle qui affirme des universaux, restent celles qui situent dans leur contexte historique, géographique et donc culturel ces catégories. Ainsi opère l'enquête sur la vérité selon Michel Foucault. Ces clarifications fonctionnent cependant comme une totalisation quelque peu trompeuse. En effet, il y a chez lui, à divers moments de sa vie et en différents temps de son œuvre, la tentation de réinterpréter toute sa production intellectuelle à la lumière d'un concept qui lui semble alors le plus pertinent, le plus signifiant, qu'il s'agisse du savoir, du pouvoir, du sujet, de la problématisation ou encore de la vérité. Comme l'écrit le philosophe Mathieu Pot-Bonneville, je le cite, « Les livres reconstituent à chaque fois une sorte de totalité close, l'auteur expliquant qu'il n'a jamais voulu faire autre chose que ce qu'il est en train de faire. Évidemment, c'est à chaque fois différent. » Il faut certes prendre au sérieux cette permanente réinvention de l'œuvre et sa signification ultime, à condition toutefois de la soumettre à l'épreuve des faits. Or, en l'occurrence, la manière dont il aborde la question de la vérité a changé considérablement au fil des années. Ce que nombre de ses critiques ont plus ou moins volontairement ignoré, s'en tenant généralement à la version qui servait leurs propos, sans nécessairement comprendre ou chercher à comprendre. Dans l'introduction de l'archéologie du savoir, Michel Foucault s'en amusait, imaginant un interlocuteur l'accusant de vouloir, par les reformulations et les corrections qu'il apportait à des propos antérieurs, chercher à éluder les réfutations de ses contradicteurs. Vous n'êtes pas sûr de ce que vous dites? Vous allez de nouveau changer? Vous déplacer par rapport aux questions qu'on vous pose, dire que les objections ne pointent pas réellement vers le lieu où vous vous prononcez? Vous vous préparez à nous dire encore une fois que vous n'avez jamais été ce qu'on vous reproche d'être. En réalité, ces réécritures de sa pensée n'en signent pas l'inconsistance, mais sont des éclaircissements, des ajustements, des glissements qui n'excluent pas toutefois les hésitations, les obscurités, les contradictions. Mais telle est sa démarche pour se préparer à pénétrer, dit-il, dans le labyrinthe où m'aventurer. D'ailleurs, la continuité est souvent plus grande qu'on le croit. Un exemple. Dans un article de 1983 qui servira d'introduction à l'usage des plaisirs, il revient encore une fois sur son projet. Ce à quoi j'ai voulu me tenir depuis bien des années, c'est une entreprise pour dégager quelques-uns des éléments qui pourraient servir à une histoire de la vérité. Une histoire qui ne serait pas celle de ce qu'il peut y avoir de vrai dans les connaissances, mais une analyse des jeux de vérité, des jeux du vrai et du faux, à travers lesquels l'être se constitue historiquement comme expérience, c'est-à-dire comme pouvant et devant être pensé. Mais cette formulation ne rappelle-t-elle pas celle, en 1961, 22 ans plus tôt, année de la publication de Folie et déraison, c'est-à-dire sa thèse, de la recension d'un ouvrage d'Alexandre Coiré. Il y évoque en effet, je le cite, les histoires tristes de la vérité et les moments de turbulence des idées où le vrai et le faux n'y sont pas encore séparés. De Kepler, il écrit qu'il n'énonçait pas une vérité nouvelle sans indiquer lui-même par quel sentier d'erreur il venait de passer, ainsi était-elle sa vérité. La relativité n'exclut donc pas ici la science, elle en est la condition. En ce début du XVIIe siècle, le lieu de naissance de la vérité s'est déplacé, conclut-il. On le voit, histoire de la vérité et jeu de vérité étaient donc présents très tôt dans son œuvre, même si sont ensuite apparus des avatars. Il me faudra donc patiemment reconstituer le cheminement dans ce labyrinthe, en identifier les impasses, en reconnaître les issues. Mais pour mieux comprendre les enjeux qui se cristallisent autour de la pensée de Michel Foucault sur la vérité, il est utile de commencer par entendre et analyser les critiques qui lui sont adressées. Leur résonance dans le débat contemporain, tant en France qu'aux États-Unis, va en effet de manière surprenante
jusqu'à mettre en cause son relativisme supposé dans le développement de ce qu'il est désormais convenu d'appeler post-vérité ou post-truth, selon qu'on se trouve d'un côté ou de l'autre de l'Atlantique. Pour le philosophe états-unien Lee McIntyre, la multiplication des dits alternative facts et fake news au cours de la période récente dans les cercles de ce qu'on appelle l'alt-right, c'est-à-dire l'extrême droite, et ce jusqu'au plus haut niveau du pouvoir, traduit, selon lui, son influence néfaste par une sorte de métabolisation diffuse, influence de Michel Foucault. Je le cite, « Même si les politiciens de droite et les autres négationnistes de la science n'ont pas lu Derrida et Foucault, le germe de l'idée a fait son chemin jusqu'à eux, ce qui fait du postmodernisme le parrain de la post-vérité. » Une suspicion qui trouve aujourd'hui un large écho. Et je cite le politiste Sergueï Prozorov, qui lui, au contraire, s'emploie à montrer que les propositions théoriques du philosophe français n'ont rien à voir avec le déni de la vérité scientifique dans les réseaux de la droite radicale états-unienne. Les débats contemporains autour des politiques de la vérité, de la post-vérité, ont soulevé la question de la complicité de la pensée de Michel Foucault dans le déclin apparent de l'autorité de la vérité dans les démocraties occidentales. Pour lui, il n'en est rien, y compris en raison de leurs excès, cependant. Ces assauts contre la pensée foucaldienne doivent être examinés. En France, fait notable, c'est du Collège de France, où il avait enseigné pendant 14 ans, que sont venues les attaques les plus rudes de la part de deux de ses successeurs. Jacques Bouvresse, titulaire de la chaire Philosophie du langage et de la connaissance de 1995 à 2010, et Claudine Tiercelin, titulaire de la chaire Métaphysique et Philosophie de la connaissance de 2010 à 2025. On peut noter qu'un phénomène similaire s'était produit à l'École des hautes études en sciences sociales après la mort de Pierre Bourdieu, qui y avait eu une direction d'études, avec un rejet de sa pensée et de celles et ceux qui s'en réclamaient par les sociologues du courant pragmatiste autour de Luc Boltanski. Nul n'est prophète en son pays, dit-on, a fortiori lorsqu'on l'a définitivement quitté, pourrait-on ajouter. En intitulant son pamphlet « Nietzsche contre Foucault », Jacques Bouvresse veut montrer que l'élève a trahi le maître. En effet, ainsi que l'observe Bernard Harcourt, éditeur du cours sur l'auteur de la généalogie de la morale, c'est à travers sa confrontation avec Nietzsche que Foucault découvre sa manière de philosopher, et les textes du penseur allemand lui sont des objets d'étude, d'interrogation, de dialogue, de confrontation. Cette dette, Michel Foucault n'aura d'ailleurs de cesse de la rappeler, tout en précisant qu'elle ne relève pas d'une stricte fidélité. Je cite, « Mon rapport à Nietzsche n'a pas été un rapport historique, ce n'est pas tant l'histoire même de la pensée de Nietzsche qui m'intéresse que cette espèce de défi que j'ai senti le jour, il y a très longtemps, où j'ai lu Nietzsche pour la première fois. » Illumination donc, mais aussi inspiration. Quel est le maximum d'intensité philosophique et quels sont les effets philosophiques actuels qu'on peut tirer de ces textes? Voilà ce qu'était pour moi le défi de Nietzsche. Et c'est donc chez lui qu'il a trouvé, dans les écrits des années 1880, la source de sa réflexion sur la vérité. Pourtant, lorsqu'on le pousse à commenter la relation entre la volonté de savoir, son concept, et la volonté de puissance, celui de Nietzsche, il dit ne pas souhaiter s'engager sur ce terrain car, avoue-t-il, il y a des années que je n'ai pas relu Nietzsche. Influence lointaine, donc, d'une méthode heuristique plutôt que strictement d'une théorie. Or, c'est sur le terrain de la théorie que veut aller Jacques Bouvresse, en choisissant même son adversaire, ayant distingué, sans guère l'argumenter, un Foucault français, qui est un des critiques les plus radicaux des Lumières, et un Foucault américain, je le cite toujours, qui peut en être perçu à la rigueur comme un héritier. Lui, Jacques Bouvresse,
décide de ne s'intéresser qu'au premier, le Foucault français, car le second, le Foucault américain, ruinerait évidemment sa démonstration. Et lui reprochant de refuser la connexion entre la connaissance et la science, tout comme de rejeter la notion de progrès de l'humanité, il assimile sa posture à, je cite, un nihilisme épistémologique autant que moral. La faute intellectuelle majeure de Michel Foucault est donc, selon lui, d'établir un lien nécessaire entre la vérité et le pouvoir, ce qui l'amène à utiliser des expressions, Michel Foucault donc, des expressions telles que politique de la vérité, production de vérité, histoire de la vérité, jeu de vérité, qui, du point de vue de Bouvresse, ne font nullement sens, et il ne comprend d'ailleurs pas qu'il en soit autrement pour Georges Canguilhem, qui a toujours défendu son ancien élève. À cette vision qu'il considère relativiste, Jacques Bouvresse oppose la distinction qu'établit le mathématicien et philosophe allemand Gottlob Frege entre l'être vrai et le tenir pour vrai. Autrement dit, entre la vérité comme telle et la croyance qu'une chose est vraie. Pour le rationaliste qu'il est, il y a une relation logique et donc nécessaire entre la connaissance et la vérité, au sens où ce que l'on sait est toujours vrai, même s'il est fréquent de croire que l'on sait quelque chose et de s'apercevoir ultérieurement que c'était faux. Ce n'est pas là pour lui une contradiction, puisque simplement, cette falsification prouve rétrospectivement qu'il ne s'agissait pas en fait d'une véritable connaissance, sans que cela remette le moins du monde en cause l'existence d'une vérité qui reste donc alors à connaître. Tenter de rallier Nietzsche à cette lecture de la vérité, à cette lecture rationaliste donc, pour parvenir à l'opposer à celle attribuée à Michel Foucault, n'est toutefois pas chose aisée. Qu'on s'attache aux premiers écrits du philosophe allemand ou à ses écrits posthumes. En effet, d'une part, dans Vérité et mensonge au sens extramoral, rédigé en 1873, juste après la naissance de la tragédie, il déclare sans ambiguïté, je le cite, que les vérités sont des illusions dont on a oublié qu'elles le sont. Et d'autre part, dans La volonté de puissance, qui se compose de notes rassemblées après sa mort en 1900, il affirme à propos des philosophes, je le cite encore, toujours Nietzsche, leur connaissance est création, leur création législation, leur volonté de vérité est volonté de puissance. Le propos est radical, assimilant la vérité à une illusion et associant vérité et pouvoir, deux idées qui sont précisément reprochées à Michel Foucault. L'objection ne décourage toutefois pas Jacques Bouvresse, qui pense trouver une inflexion de la pensée de Nietzsche dans d'ultimes extraits, tels que celui écrit en 1889, alors qu'il souffre d'une grave maladie mentale. Je cite ce très bref extrait, « Vérité, de la valeur de la vérité, la croyance en la vérité, déclin de cette valeur, la plus haute de toutes. » Cette formulation lui semble à la fois différencier la vérité comme valeur et la vérité comme croyance, les deux termes de la citation, et déplorer le déclin de la première, la valeur, reconnue supérieure. Alors que pour établir sa démonstration, il avait écarté le Foucault des dernières années, qui la contredisait, Jacques Bouvresse est cette fois allé chercher des preuves dans le Nietzsche de notes éparses du Narclas, dont l'édition est aujourd'hui encore discutée par les spécialistes. Au moins admet-il que la théorie dont il était en quête ne se trouve, je le cite, à aucun moment exposée et défendue explicitement dans l'œuvre de Nietzsche. De son aveu, donc, et malgré sa méritoire persévérance, sa thèse « Nietzsche contre Foucault », qui est le titre de son livre, demeure assurément fragile. D'ailleurs, Michel Foucault ne lui avait-il pas répondu en quelque sorte par avance 4 décennies plus tôt en déclarant « La seule marque de reconnaissance qu'on puisse témoigner à une pensée comme celle de Nietzsche, c'est précisément de l'utiliser, de la déformer, de la faire grincer, crier. Alors que les commentateurs disent que l'on est ou non fidèle, cela n'a aucun intérêt. » Pour lui, donc, une pensée n'est utile que si elle aide à penser. Belle façon heuristique adressée
aux exégètes doctrinaires. Aussi sévère que soit sa critique, Jacques Bouvresse s'en tient cependant à une discussion théorique, qu'il conclut d'ailleurs de manière inattendue en disant sa reconnaissance à Michel Foucault, je cite, « pour la quantité énorme de choses nouvelles et essentielles qu'il nous a apprises sur certaines de nos institutions et de nos pratiques, et ajoutant même, je le cite encore, en toute sincérité, qu'il est aujourd'hui plus urgent et plus indispensable que jamais de lire et de relire son œuvre. » Dans l'article qu'elle écrit sur la post-vérité pour la Revue internationale de philosophie, Claudine Tiercelin, qui s'y présente comme disciple précisément de Jacques Bouvresse, n'a pas les mêmes égards. Sa cinglante diatribe dénonce, je la cite, « les phénomènes de mode produits par une bande de relativistes français dans le sillage des Foucault, Derrida, Deleuze, Latour et compagnie. Puisque, nouvelle citation, loin d'offrir une défense authentique de la démocratie, leur vision profondément antidémocratique a privé les plus fragiles des seuls instruments efficaces pour résister à l'autoritarisme et au dogmatisme. » Notons au passage qu'en faisant à juste titre de Michel Foucault un Nietzschéen, Claudine Tiercelin paraît d'ailleurs prendre le contre-pied de son mentor qui lui les opposait, mais évidemment c'est pour les associer l'un et l'autre dans sa détestation. Désireux de rétablir en quelque sorte la vérité sur la méthode foucaldienne pour penser la vérité, il est essentiel encore une fois de comprendre qu'il s'agit d'une méthode et non d'une théorie. Daniele Lorenzini, qui y a consacré un essai intitulé « The Force of Truth », je crois que c'est traduit en français « La force de la vérité » tout simplement, choisit le pamphlet de Jacques Bouvresse comme point de départ justement de sa discussion, en considérant qu'il s'agit là de, je le cite, l'une des attaques récentes les plus systématiques contre les thèses foucaldiennes sur la vérité. Il commence par rappeler ce qu'est la position rationaliste sur la vérité. Sa forme la plus simple est exprimée par le logicien polonais Alfred Tarski en 1935. La formule P est vraie si et seulement P, qui se décline classiquement en dire la neige est blanche est vrai si et seulement si la neige est blanche. Cette correspondance entre l'énoncé d'un fait et la réalité de ce fait donne à la vérité une valeur réputée absolue, intemporelle, puisqu'elle est une relation logique qui suppose l'existence du fait indépendamment du locuteur. Il ne peut par conséquent y avoir dans ce cadre d'histoire de la vérité, mais tout au plus une histoire des conceptions de la vérité. Dès lors, dans cette perspective rationaliste, affirmer qu'il est possible de faire une histoire de la vérité, c'est nier à la fois la connaissance, et notamment la connaissance scientifique, et la réalité, et notamment la réalité des faits, ce qui conduit à la double accusation déjà mentionnée de relativisme et de nihilisme. Or, comme y insiste Daniele Lorenzini, Michel Foucault ne nie pas la correspondance entre un énoncé et un fait, mais cette correspondance ne l'intéresse tout simplement pas. Et de même, il ne prétend pas que la vérité est une illusion, mais ce qui lui semble une illusion est l'existence de l'idée platonicienne d'une vérité anhistorique. Lors de la séance du 11 mars 1981 du cours Subjectivité et Vérité, il l'exprime clairement. Il est sans doute légitime de dire si telle proposition est vraie, c'est parce que le réel est réel, c'est parce que le ciel est bleu qu'il est vrai de dire le ciel est bleu. En cela, il n'entre pas en conflit avec les rationalistes. Mais il ajoute qu'on ne peut se contenter de dire si on a dit telle vérité, c'est que cette vérité était réelle. Il faut dire au contraire, le réel étant ce qu'il est, quelles ont été les conditions improbables, les conditions singulières qui ont fait que par rapport à ce réel, un jeu de la vérité a pu apparaître avec ses raisons, ses nécessités, mais ces raisons et ces nécessités ne sont pas simplement le fait que les choses en question existaient. La question pour lui, c'est d'essayer de comprendre comment et pourquoi, à un certain moment historique, dans une société donnée, la vérité et tout autant le dire vrai prennent la forme qu'elles prennent. Comment la vérité du fou se déplace-t-elle, par exemple,
de l'étrangeté qu'on tolère au scandale qu'il faut confiner, puis à la maladie qu'il faut soigner. Pourquoi l'expression de cette vérité autour de la folie passe-t-elle parallèlement de l'expression picturale à la répression policière, puis au discours psychiatrique? Tel est le genre de question que se posait déjà Michel Foucault dans ses premiers travaux et qu'il a continué de poser autour du criminel et de la prison, du monstre et de la justice, du couple et de la religion. Mais la vérité s'énonce dans des discours amenant d'autres interrogations. Comment, dans la société grecque antique, un type de véridiction consistant à dire la vérité au pouvoir se distingue-t-il d'autres formes de dire vrai correspondant à l'enseignement, à la prophétie ou à la sagesse? Autrement dit, comment une véridiction politique et éthique distincte des formes pédagogiques, religieuses ou philosophiques émerge-t-elle? Pourquoi le christianisme produit-il une modalité du dire vrai par la confession dans le cadre d'une gouvernementalité pastorale? Et pourquoi plus tard la biopolitique donne-t-elle lieu à une autre modalité du dire vrai à travers l'invention de l'économie de marché et du capital humain dans le cadre d'une gouvernementalité cette fois libérale? Ce ne sont là que quelques exemples qui montrent que ce que Michel Foucault cherche à saisir et à nous faire saisir, c'est autre chose que de savoir si affirmer que la neige est blanche est vrai si la neige est blanche, ou si dire que le ciel est bleu est vrai si le ciel est bleu. C'est mettre en cause les évidences d'une vérité immuable ou qui peut paraître telle aux membres de la société simplement parce que ce sont les seuls qu'ils connaissent. Et une telle démarche n'est pas antidémocratique. Elle témoigne au contraire d'une confiance dans un public capable d'entendre que la vérité a une histoire. Si je me suis donc engagé dans cette longue et méticuleuse discussion sur le projet de Michel Foucault autour de la vérité et sur les critiques à quoi elle a donné lieu, projet dont il dit, probablement en lui donnant plus de cohérence qu'il en a eu, qu'il a été le même depuis ses débuts, c'est pour deux raisons. Premièrement, les attaques ont été nombreuses et d'horizons théoriques divers, de Nancy Fraser à Jürgen Habermas, d'Hilary Putnam à Charles Taylor, et il est toujours important d'examiner le contenu des critiques pour ce qu'elles disent de leur objet, autant que ce qu'elles disent de celles et ceux qui les expriment. En l'occurrence, certaines pouvaient avoir quelques fondements au regard de formulations provocatrices des premiers écrits. Et justement, la plupart s'en sont tenus à ces derniers sans considérer les développements ultérieurs comme s'il s'agissait de mettre en faute leur auteur. Il faudra donc revenir sur l'évolution de la pensée foucaldienne plutôt que de la figer dans un moment précis. Mais deuxième raison d'étudier ces critiques, c'est que les controverses intellectuelles que j'ai évoquées illustrent utilement une division majeure du champ philosophique contemporain avec des enjeux certes théoriques mais aussi politiques. D'un côté, la philosophie analytique, qui s'appuie sur l'étude du langage ordinaire de Ludwig Wittgenstein et sur le positivisme logique du Cercle de Vienne, développe une lecture formaliste de la vérité à partir de propositions qui font correspondre un énoncé et la réalité qu'il décrit. Dans cette approche, la vérité est extérieure à l'appréhension que peuvent en avoir les êtres humains puisqu'elle est une qualité formelle. De l'autre côté, la philosophie critique, héritière de Nietzsche, et pouvant l'être aussi d'une autre manière dans la tradition de Marx, pour ce qui est de la première école de Francfort, considère que la vérité émerge sous une forme donnée dans un contexte historique particulier, comme résultat d'une construction sociale cherchant à rendre compte des états du monde. Selon ces approches, la vérité présente une certaine contingence, liée notamment à des enjeux de pouvoir portant sur la constitution des savoirs, ce qui revient simplement à rendre compte de ces conditions de possibilité. Cette opposition classique et en même temps un peu schématique que je viens de tracer entre philosophie analytique et philosophie critique, autrement dit entre une approche formaliste fondée sur l'examen et la clarification du langage ordinaire et une approche située intégrant les dimensions socio-historiques et socio-culturelles, n'est toutefois certainement pas indépassable. Dans une conférence donnée en 1978 au Japon et intitulée « La philosophie analytique de la politique », Michel Foucault lui-même
après avoir expliqué que si le rôle de la science est de faire connaître ce que nous ne voyons pas, le rôle de la philosophie est de faire voir ce que nous voyons, il poursuit « La philosophie analytique ne se donne pas pour tâche de réfléchir sur l'être du langage ou sur les structures profondes de la langue, elle réfléchit sur l'usage quotidien qu'on fait de la langue dans les différents types de discours. » Et il propose donc, je crois qu'on pourrait imaginer de la même façon une philosophie qui aurait pour tâche d'analyser ce qui se passe quotidiennement dans les relations de pouvoir. Et c'est dans cet esprit que la philosophe états-unienne Linda Zerilli élabore une théorie démocratique de la vérité en s'appuyant à la fois sur la philosophie du langage ordinaire et sur la tradition critique et en jetant un pont a priori insolite entre Ludwig Wittgenstein et Michel Foucault. Se souciant comme d'autres des vicissitudes auxquelles la vérité se trouve exposée dans les sociétés contemporaines avec la multiplication des fake news sur les réseaux sociaux et des deepfakes produits par l'intelligence artificielle, mais s'inquiétant aussi des attaques que subissent les pensées critiques traitant des questions raciales et féministes, auxquelles il faudrait d'ailleurs ajouter les questions sexuelles et coloniales, disqualifiées hier comme postmodernes et aujourd'hui comme woke, elle refuse l'alternative qui vise à faire croire qu'il existerait une vérité absolue, s'imposant sans réserve et sans discussion aux citoyens, comme le voudraient des politiciens conservateurs et des intellectuels positivistes. C'est du reste dans cet esprit que, lorsque j'enseignais à la faculté de médecine, j'avais introduit dans un cours d'épistémologie et de méthode des sciences et de médecine, au début de la première année, de manière à préparer les étudiantes et les étudiants à développer un esprit critique par rapport à ce qui, pendant les années suivantes, leur serait présenté comme un savoir scientifique vrai et qu'il leur faudrait en partie désapprendre plus tard au gré de l'évolution des connaissances. Mais ce qui vaut pour la science vaut aussi pour la politique. D'ailleurs, refuser cette approche critique induit le sentiment de suspicion à l'égard de la vérité qui serait imposée par des sachants qui prétendent la détenir, qu'ils soient dans le domaine de la science ou de la politique, et in fine, ce refus favorise l'émergence, justement, de vérités alternatives. Dans cette perspective, l'ère de la post-vérité ne serait en fait que le moment d'un renoncement démocratique par celles et ceux qui rejettent la pensée critique. Mais revenons à Michel Foucault. Pour suivre, en osant une métaphore, les méandres du fleuve de sa pensée autour de la vérité au fil des ans jusqu'au vaste estuaire de ses derniers cours. Méandres, car non seulement il serait vain, mais il serait également erroné d'essayer de donner un tracé rectiligne à une analyse qui se cherche, se déploie, se remet en question, s'engage sur de nouvelles voies et se réinvente sur d'autres chemins. Estuaire aussi, car les écrits ultimes tout entiers dédiés à la question de la vérité, quoique sous des formes différentes, ouvrent de vastes perspectives à la réflexion. Parler d'évolution peut donc s'avérer trompeur, en laissant croire à une logique de progression vers un but, que lui-même indique parfois, tout en le déclarant inatteignable, celui d'une histoire de la vérité, quand d'une part, certains éléments de la fin sont déjà présents au début, comme on l'a vu, et d'autre part, certains développements sont rapidement abandonnés, tels des scolies devenus scories. La leçon inaugurale, l'ordre du discours, donné le 2 décembre 1970, est le texte qui sert souvent de document martyr pour les critiques qui voient en elle une supposée théorie de la vérité. Dessinant son projet intellectuel, Michel Foucault le présente comme construit autour des procédures d'exclusion. Et après avoir brièvement évoqué l'interdit du discours et le partage entre folie et raison, il propose, je le cite, de considérer l'opposition du vrai et du faux comme un troisième système d'exclusion. Selon lui, un trait historique traverse l'histoire du monde occidental depuis les poètes grecs, c'est une volonté de vérité qui, dit-il, a sans doute donné sa forme générale à notre volonté de savoir, forme qui n'a toutefois pas cessé de se déplacer.
Elle se manifeste aussi bien dans la littérature que dans la science, dans les préceptes que se donnent les pratiques économiques, dans les prescriptions sur lesquelles s'appuie le système pénal. Et de conclure, ainsi n'apparaît à nos yeux qu'une vérité qui serait richesse, fécondité, force douce et insidieusement universelle, et nous ignorons en revanche la volonté de vérité comme prodigieuse machinerie destinée à exclure. Pour la retrouver, cette volonté de vérité, ce n'est pas vers Platon qu'il faut se tourner, c'est vers Nietzsche, Artaud et Bataille. Si l'on veut résumer et peut-être clarifier ce texte souvent obscur que je viens d'évoquer, on peut dire la chose suivante. La vérité est indissociable du désir et du pouvoir qui sous-tendent la volonté de vérité, mais elle occulte cette dernière, cette volonté, précisément pour paraître affranchie du désir et libérée du pouvoir. Par conséquent, elle efface les traces des procédures de contrainte, de contrôle et finalement d'exclusion par lesquelles elle s'est constituée. L'institution des disciplines comme cadre de connaissance, avec leurs définitions, leurs règles, leurs méthodes, leurs classifications, leur corpus autorisé, leurs rituels de consécration et finalement les frontières qu'elles tracent entre elles, ces disciplines. Donc la vérité ne préexiste pas au processus par lequel elle est créée. Pour utiliser un autre langage, on pourrait dire qu'on ne la découvre pas, on l'invente. Et à différents moments de l'histoire, cette vérité change. C'est ce que, je crois, Michel Foucault annonce plus explicitement dans la première séance de la volonté de savoir, une semaine seulement après la leçon inaugurale, lorsqu'il expose l'objet de son cours. Je le cite, « Il s'agirait de savoir si la volonté de vérité n'est pas aussi profondément historique que n'importe quel autre système d'exclusion, si elle n'est pas arbitraire, comme eux en sa racine, si elle n'est pas modifiable, comme eux au cours de l'histoire, si elle ne s'appuie pas comme eux, et si comme eux, elle n'est pas sans cesse relancée par tout un réseau institutionnel, si elle ne forme pas un système de contraintes qui s'exerce non seulement sur d'autres discours, mais sur toute une série d'autres pratiques. Historiques, arbitraires, modifiables, institutionnelles, contraignantes. La volonté de vérité est ainsi bien lestée, et l'on comprend l'irritation des philosophes rationalistes et idéalistes. Mais à la suite de cette série d'assertions et d'inspirations clairement nietzschéennes, il y a cet ajout qu'on situerait plus volontiers dans un fond marxiste. Il s'agit en somme, dit-il, de savoir quelles luttes réelles et quels rapports de domination sont engagés dans la volonté de vérité. En fait, on pourrait dire que ce premier cours clôt plutôt qu'il n'ouvre un moment intellectuel. Les travaux antérieurs sur la déraison, l'histoire de la folie, sur la maladie, l'essence de la clinique, et sur les savoirs, les mots et les choses, illustrent rétrospectivement les thèses développées autour de la volonté de vérité, ce que je viens d'énoncer, puisqu'il y est question successivement de la manière dont les discours réputés vrais se sont construits autour des insensés, du désordre à enfermer aux patients à soigner, autour des malades, des figures fantastiques à l'approche rationnelle, et autour des objets de connaissance à travers les épistémées renaissantes, classiques et modernes, dont les sciences humaines sont le dernier et peut-être provisoire avatar. Alors si certains philosophes se sont montrés perplexes, voire hostiles face au projet foucaldien d'historisation de la vérité, qui leur semblait, je l'ai dit, refléter un coupable relativisme, voire un répréhensible nihilisme, les praticiennes et les praticiens des sciences sociales n'ont en général eu aucune peine à emprunter la voie ouverte par Michel Foucault, qu'il se réclame d'ailleurs ou non de son influence. C'est le cas notamment parmi les spécialistes des sciences et des techniques, à l'instar de l'historien et philosophe canadien Ian Hacking, qui se prévalait ouvertement de l'héritage foucaldien et défendait l'idée d'une ontologie historique, son expression, lui qui a analysé comment l'introduction des statistiques et des probabilités ont transformé la manière d'appréhender la vérité du monde. Ou encore de l'historienne états-unienne Lauren Dustin, qui se revendique peu de la pensée foucaldienne, mais définit ses travaux comme
je la cite, « une épistémologie historique consistant à donner à la rationalité une histoire, notamment en l'inscrivant dans ce qu'elle appelle une économie morale de la science qui donnait, par exemple, à l'objectivité une valeur de vérité. » Le plus explicite à cet égard, c'est l'historien états-unien Stephen Shapin, dont l'ouvrage sur les sciences au XVIIe siècle s'intitule précisément « A Social History of Truth », une histoire sociale de la vérité, une formule que nombre de rationalistes seraient tentés de considérer comme un contresens, puisqu'elle suppose non seulement que la vérité a une histoire, mais que cette histoire est sociale. Du reste, l'auteur l'admet lui-même, je le cite, « Une histoire sociale de la vérité n'est pas censée être possible. Quand on se réfère à une déclaration ou une croyance comme étant vraie, on veut habituellement dire qu'elle correspond à un état de fait, à des choses qui sont bien réelles. » Cette vision restrictive de la vérité, il la comprend d'un point de vue logique, mais elle lui pose problème dans le monde réel, car on se rend compte qu'il y a pour les mêmes faits différentes vérités que chacun des locuteurs considère être la seule vraie. Il en appelle donc à une tolérance consistant à penser que ce que nous considérons comme une vérité est, du point de vue scientifique, aussi digne d'intérêt que ce que d'autres considèrent comme une vérité. Cette tolérance, non pas morale ou politique, mais strictement épistémologique comme principe de méthode, je l'avais moi-même appliquée quand je m'étais intéressé en Afrique du Sud aux thèses dissidentes sur le sida qui étaient avancées par le président Thabo Mbeki et ses deux ministres successifs de la Santé, essayant de m'en tenir à la maxime spinozienne au premier chapitre du Tractus Politicus, je cite, « Veillez lorsqu'on étudie les affaires humaines à ne pas les moquer, les déplorer ou les maudire, mais à les comprendre. » En l'occurrence, l'enquête montrait que le rôle historique de la science et de la médecine dans la mise en œuvre des pratiques ségrégationnistes au cours du XXe siècle, à l'occasion des épidémies de peste et de tuberculose, ce qui rendait le discours scientifique et médical sur le sida suspect à beaucoup, surtout qu'il participait à la stigmatisation des populations noires. De surcroît, si l'orthodoxie savante avait établi, bien sûr, la responsabilité d'un virus dans la physiopathologie de l'infection, le sida, ce qui avait des implications majeures pour le traitement, elle en méconnaissait le contexte historique qui avait produit des inégalités, suscité la violence, organisé les migrations, tous éléments qui jouaient un rôle déterminant aussi dans la diffusion de la maladie. L'importance de ce contexte historique était précisément ce que les théories hétérodoxes affirmaient en déclarant que la maladie était un héritage de l'apartheid, ce qui expliquait qu'elle affectait surtout les populations noires, mais bien sûr, elle rejetait en même temps la causalité virale. Autrement dit, chacun des discours se proclamant vrai comportait une part de vérité au regard de ce qui est aujourd'hui admis par la plupart des spécialistes du sida, à savoir que la réalité biologique n'exclut pas la réalité sociale. Mon propos n'est toutefois pas de mettre ces deux discours sur le même plan, mais de les situer dans leur contexte historique et de complexifier cette opposition habituelle entre le vrai et le faux. Pour l'anthropologue, qu'il y ait une histoire de la vérité et des jeux de vérité n'est vraiment pas une nouvelle. Pendant les 8 années qui suivent les leçons sur la volonté de savoir, les préoccupations de Michel Foucault s'éloignent de la question de la vérité, qui n'est toutefois pas totalement absente. Elle porte sur la pénalité et les illégalismes, le biopouvoir et la gouvernementalité, l'économie politique et la raison d'État. Et c'est à partir de 1980, avec le cours du gouvernement des vivants, qu'il reprend le thème de la vérité, mais sous une forme renouvelée. L'objet de sa quête, qui va définir le cadre de la réflexion menée jusqu'à la fin de sa vie, il le désigne par un néologisme, la léturgie. C'est, dit-il, l'ensemble des procédés possibles, verbaux ou non, par lesquels on amène au jour ce qui est posé comme vrai, opposé au faux, au caché, à l'indicible, à l'imprévisible, à l'oubli. Et il n'y a pas d'exercice du pouvoir sans quelque chose commune à léturgie. Il faut pour ce faire se débarrasser de la notion de savoir-pouvoir dont il a été le promoteur lui-même, comme on s'est débarrassé de la notion d'idéologie dominante, ce qu'il avait fait. Toujours prompt à manier l'ironie, y compris à ses dépens,
Il ajoute « Enfin, quand je dis ça, je suis hypocrite, puisqu'il est évident qu'on ne se débarrasse pas de ce qu'on a pensé soi-même comme on se débarrasse de ce qu'ont pensé les autres. » Mais le fait essentiel pour lui est le suivant, je le cite, « La force du pouvoir n'est pas indépendante de quelque chose comme la manifestation du vrai, et bien au-delà de ce qui est simplement utile ou nécessaire pour bien gouverner. » Mais ce n'est toutefois pas du côté du pouvoir politique, comme on aurait pu s'y attendre, que Michel Foucault va chercher l'illustration du gouvernement par la vérité, mais du côté du christianisme, auquel il consacre l'essentiel de son cours cette année-là. Pour mener à bien cette nouvelle enquête, il faut comprendre que ce qui l'intéresse désormais, ce n'est pas la vérité en tant que telle, ni même l'histoire de la vérité, ou la volonté de vérité, comme c'était le cas une décennie plus tôt, mais ce qu'il nomme désormais régime de vérité. De la même manière qu'on parle de régime politique ou de régime juridique, en référence aux obligations et aux contraintes auxquelles les individus se trouvent soumis par le pouvoir ou par la loi. Pour les régimes de vérité, donc, en l'occurrence, ces contraintes et ces obligations portent sur la séparation, bien sûr, du vrai et du faux. C'est le cas pour la science et c'est le cas pour la religion. Avec le christianisme en particulier, le régime de vérité s'articule autour de deux grands pôles, la foi et l'aveu. La foi suppose l'adhésion, dit-il, à des contenus qui doivent être considérés comme vrais, tels que la Trinité divine ou la résurrection de la chair, et implique, je le cite encore, des authentifications extérieures selon des règles de conduite et des obligations rituelles. L'aveu, lui, se manifeste dans le cadre de la confession par laquelle s'opère, dit-il, la verbalisation des fautes commises devant un confesseur partenaire qualifié pour entendre, pour fixer une peine et pour accorder une rémission. À travers la foi, les fidèles acceptent donc une vérité extérieure. À travers l'aveu, ils livrent une vérité intérieure. Ce sont là deux formes de subjectivation qui procèdent d'un même régime de vérité, au sens de la contrainte et de l'obligation d'adopter le dogme et de faire pénitence. Le régime de vérité est donc totalement différent de la vérité. Il la présume sans chercher à la vérifier ou, a fortiori, à la contester, sauf dans ce que la religion reconnaît immédiatement comme hérésie, bien sûr. D'ailleurs, cette vérité ne relève pas strictement de la théorie philosophique de la correspondance, selon laquelle une proposition est vraie si elle correspond à un fait réel, comme on l'a vu. Puisque d'une part, il n'est pas possible de s'assurer de la Trinité de Dieu ou de la résurrection du Christ, et que d'autre part, l'admission des péchés et leur rémission par le prêtre ne repose que sur une confiance réciproque. La chose est probablement moins différente qu'on l'imagine dans le domaine judiciaire. C'est ce que j'ai pu constater lors d'une enquête de 6 mois à la Cour nationale du droit d'asile, l'instance d'appel pour les requérants dont la demande a été rejetée par l'OFPRA, l'Office de protection des réfugiés et des apatrides. Ayant assisté à des dizaines d'auditions, étudié de nombreux dossiers, interrogé des magistrats, des avocats, des rapporteurs, des experts, un régime de vérité particulier m'est apparu. Pour être reconnus comme réfugiés, les demandeurs d'asile doivent raconter leur histoire pour justifier, au regard de leur expérience passée ou de menaces présentes, le risque de persécution qu'ils encourraient s'ils rentraient dans leur pays. C'est une double épreuve de véridiction, dire vrai, au sens où les officiers et les magistrats attendent d'eux qu'ils disent une vérité, d'abord au sens où leur récit est supposé correspondre à la réalité des faits qu'ils invoquent, ensuite au sens où cette situation doit correspondre aux critères de définition de la Convention de Genève de 1951 relative aux réfugiés. Les deux procédures, en première instance, puis en appel en cas de refus, précédées d'une déclaration au moment même du dépôt du dossier, donc avant la première instance, permettent d'évaluer la véracité de leur récit en comparant les 3 versions, en examinant les pièces les attestant et en les confrontant aux données disponibles sur la situation dans le pays d'origine. Jusqu'à la fin des années 1970, la plupart des personnes exposées à des persécutions dans leur pays régularisaient leur statut
par simplement un contrat de travail qui leur ouvrait droit à un titre de séjour dans la mesure où on avait besoin de leur force de travail. À cette époque, l'OFPRA recevait seulement quelques milliers de dossiers, dont 9 sur 10 bénéficiaient d'un avis favorable, la moitié des rejetés étant finalement reconnus par la commission des recours. C'est dire que l'épreuve de vérité s'était passée sans heurts, les agents évaluateurs acceptant les récits comme véridiques et congruents. À partir des années 1980, alors que l'interruption de l'immigration de travail avait, faute de contrat d'emploi, réorienté les personnes effectivement menacées vers une demande d'asile, et tandis que la multiplication des conflits meurtriers dans le monde conduisait un nombre croissant de personnes à fuir leur pays, les taux d'accord déclinaient rapidement jusqu'à atteindre 2 décennies plus tard un taux inférieur à 1 sur 10 en première instance et légèrement supérieur à 1 sur 10 en appel. Autrement dit, en à peine un quart de siècle, la proportion de demandeurs d'asile reconnus était passée de 9 sur 10 à moins de 2 requérants sur 10. Dans cet intervalle, le dispositif d'évaluation s'était considérablement renforcé, mais surtout la procédure s'était transformée. En écho au discours public qui, dans un contexte de xénophobie croissante, se focalisait sur une supposée distinction entre vrais et faux réfugiés, l'objectif était désormais non plus de confirmer la véracité d'un récit, mais d'établir sa falsification. Lors des auditions auxquelles j'assistais, les magistrats se livraient à une traque des imprécisions, des incohérences, des variations, dont on sait bien qu'elles sont favorisées par la mémoire traumatique. Alors qu'il est d'usage, dans un tribunal correctionnel où sont jugés des délits, d'affirmer que les accusés sont présumés innocents, jusqu'à preuve de leur culpabilité, au contraire, à la Cour nationale du droit d'asile, où sont évalués des risques de persécution, une présomption de tromperie prévaut vis-à-vis de requérants qui allèguent pourtant être des victimes. L'Inquisition porte surtout sur les récits, donnant lieu à des questions pressantes sur la composition d'un parti, la date d'une manifestation, la configuration spatiale d'une prison, dont les requérants peuvent ne pas se souvenir, mais elle inclut aussi les documents, dont l'authenticité est souvent mise en doute, y compris quand est présentée la photo d'une maison brûlée ou d'un corps blessé. Les entretiens avec des magistrats et des rapporteurs, tels que je les ai eus, ont révélé que probablement du fait de l'environnement politique, mais aussi d'un émoussement analytique dû à l'accumulation des dossiers, 2 phénomènes semblant contradictoires s'étaient développés parallèlement autour de la vérité. D'un côté, leur regard sur les requérants était passé d'une conviction de leur bonne foi à la suspicion de leur mauvaise foi. De l'autre, leur engagement pour défendre le droit d'asile était pourtant resté intact. La contradiction n'était cependant qu'apparente, car la sévérité dans la distinction entre vrais et faux réfugiés renforçait à leurs yeux la légitimité et la force du principe de protection. En somme, le régime de vérité reposait sur l'imposition concrète d'une pratique inquisitrice visant à distinguer le vrai du faux au nom de la vérité supérieure d'une norme abstraite, celle de l'asile et de la Convention de Genève de 1951. Une dissociation s'était donc produite entre la vérité, qui était demeurée inchangée, et le régime de vérité, qui avait été profondément bouleversé. Les 2 derniers cours de Michel Foucault, Le gouvernement de soi et des autres et Le courage de la vérité, marquent un nouveau déplacement qui, sans remettre en cause les analyses précédentes sur l'histoire de la vérité, puis sur les régimes de vérité, me semble un mouvement décisif et malheureusement ultime de sa pensée. C'est l'introduction de la notion grecque de parésia. Pour l'expliquer, il part d'une anecdote rapportée par Plutarque. Un jeune homme, Dion, frère de l'une des 2 épouses de Dénis, le tyran de Syracuse, ayant fait la connaissance de Platon et admirant son enseignement, demande à son beau-frère de l'inviter à la cour pour profiter de sa conversation. La discussion entre le souverain et le philosophe se tend rapidement lorsque ce dernier se lance dans une célébration des justes et une condamnation des injustes qui enchante l'assistance au grand déplaisir de son hôte qui le chasse et le punit. Mais Dion conserve, lui, les faveurs de Dénis, étant même le seul autorisé à s'exprimer librement, y compris pour critiquer son beau-frère.
Un jour que le tyran se moque de son prédécesseur devant des courtisans obséquieux qui s'en amusent, le jeune homme manifeste seul sa désapprobation, fait l'éloge de l'ancien souverain et blâme l'actuel monarque. On a là une scène en quelque sorte exemplaire de ce qu'est la parésia, conclut Michel Foucault. Un homme se dresse en face d'un tyran et lui dit la vérité. En effet, Dion, bien que membre de la cour, n'hésite pas à exprimer sa réprobation au souverain, tout comme du reste Platon avait fait preuve de hardiesse dans son échange avec Denis, même si Plutarque n'emploie pas ce terme dans son cas, peut-être parce qu'il voit en lui plutôt un professeur qu'un parésiaste. Cette anecdote permet donc de clarifier la signification du mot. Il se réfère au fait de dire la vérité, mais pas de n'importe quelle manière, pas dans n'importe quel contexte. Le dire vrai ne relève pas de la démonstration, de l'exercice rhétorique, de la pratique pédagogique, ou même de la confrontation agonistique. En fait, ce n'est ni le contenu ni la finalité du discours qui caractérise la parésia, c'est le risque que prend le locuteur en disant le vrai. Je cite Michel Foucault, « Il y a parésia lorsque le dire vrai se dit dans des conditions telles que le fait de dire la vérité et le fait de l'avoir dite va ou peut ou doit entraîner des conséquences coûteuses pour ceux qui ont dit la vérité. » Et ces conséquences coûteuses peuvent aller jusqu'à la mort. En fait, Michel Foucault infléchira cette définition à la suite d'un commentaire qui lui est fait par un auditeur du Collège de France, en reconnaissant qu'en grec, il est vrai que parésia peut signifier dans le langage courant simplement la franchise du propos et la liberté du langage. Et c'est en ce sens d'ailleurs que le dictionnaire grec-français d'Anatole Bailly, c'est ce premier sens qu'il donne, qu'on trouve chez Euripide par exemple. Mais il insiste, Michel Foucault, néanmoins, sur le fait que dans un contexte politique, le vocable prend la connotation forte qu'il lui a donnée, à savoir celle du risque. La parésia, c'est donc le courage de la vérité, ce qui est le titre précisément du dernier cours. Michel Foucault en donne un autre exemple bien connu. Alors qu'à Athènes, le jeune Pisistrate se dote d'une garde personnelle et se prépare à s'emparer du pouvoir, le vieux Solon, homme d'État respecté, se rend à l'Assemblée protégé par une cuirasse et un bouclier et déclare à ses concitoyens qu'il est lui plus sage que ceux qui n'ont pas compris le projet du néfaste tyran et qu'il est plus courageux que ceux qui, l'ayant compris, se taisent. Il exprime ainsi doublement la vérité par sa tenue militaire, qui souligne le danger, et par son propos, qui dénonce à la fois les ignorants et les lâches. Mais plutôt qu'à cette forme typiquement politique, Michel Foucault choisit de s'attacher à deux figures qui pratiquent la parésia tout en refusant d'entrer dans le jeu politique. C'est d'abord Socrate. Certes, à plusieurs reprises, il a agi publiquement au nom de la vérité, d'abord en étant le seul à ne pas voter la mort de généraux incriminés pour une supposée impiété. Ensuite, en refusant de participer à l'arrestation d'un homme injustement accusé, et dans les deux cas, du reste, en risquant même sa vie. Et lui se voit à son tour dénoncé par des citoyens pour les idées trop libres qu'on lui reproche d'avoir exprimées sur les divinités de la cité. Lors de son procès à l'évidence politique, Socrate ne veut pas prononcer le discours de défense qui lui a été préparé. Pendant son emprisonnement, il rejette le plan de fuite qui lui est proposé. Enfin, au moment de son exécution, il boit la ciguë qu'on lui tend. Il accepte donc le châtiment qu'on lui inflige en le sachant injuste, mais en rappelant aux Athéniens que c'est à eux de faire le choix conforme à la justice comme lui-même l'a toujours fait. Jusqu'au bout, il reste ainsi fidèle à sa philosophie. Des très longs développements que Michel Foucault consacre à la mort de Socrate ressortent deux thèmes que, selon Frédéric Gros, on ne peut dissocier de sa lutte contre la maladie, lui qui disait 4 mois avant son propre décès, « Ce n'est pas la maladie qui me fait peur, mais l'interruption de ma tâche. De toutes les maladies, celle qui est authentiquement mortelle, c'est la maladie des discours,
les fausses clartés et les évidences trompeuses, et la philosophie, jusqu'au bout, m'en guérit. L'exemple de Socrate s'impose ici pour lui. Et puis il y a ensuite Diogène, qui incarne littéralement le cynisme, au sens de la rupture radicale avec la société grecque, tant par son apparence physique, son dénuement total, son ascétisme extrême, sa vie au grand air, ses invectives adressées aux citoyens, ses pratiques masturbatoires en public. Le choix même de son nom, puisque kunikos signifie « qui ressemble à un chien », représente une provocation dans laquelle Michel Foucault voit les signifiants de l'impudeur, de l'insouciance, de l'agressivité, mais aussi du dévouement de l'animal. À l'évidence, il est fasciné par cette récusation des normes et cette critique des conventions qui se manifestent dans cette manière de vivre. Et c'est d'ailleurs avec Épictète qu'il termine son enquête, car ce philosophe stoïcien a écrit sur le cynisme en le débarrassant des oripeaux les plus choquants pour insister sur la quête de la vraie vie, comme le souligne encore Frédéric Gros, afin de provoquer les autres à entendre qu'ils se trompent, s'égarent et à faire éclater l'hypocrisie de leurs valeurs reçues. Finalement donc, la parésia sous ses deux formes, socratique et cynique, entre lesquelles Michel Foucault ne choisit pas, lui permet de renouer l'éthique et la politique, dont beaucoup avaient pensé qu'il s'était éloigné en consacrant son enseignement au souci de soi les années précédentes. Cheminement remarquable donc d'une pensée toujours en mouvement. Il y a d'abord un questionnement nietzschéen sur la vérité, bousculant l'idéalisme de l'héritage platonicien et le formalisme de la philosophie analytique. Non pas toutefois en niant qu'il y ait des discours vrais au sens où ils correspondent à la réalité, mais en montrant que ces affirmations de la vérité changent dans le temps, qu'elles ne sont pas exemptes d'enjeux de pouvoir et qu'il faut donc parler d'histoire de la vérité plutôt que d'une vérité intemporelle et de politique de la vérité plutôt que de vérité pure. Il y a ensuite une exploration de la manière dont on gouverne les êtres humains par la vérité, à la fois en leur délivrant une vérité à laquelle ils sont tenus d'adhérer, qu'elle soit de nature religieuse, politique ou scientifique, et en attendant d'eux qu'à leur tour, ils disent leur propre vérité, qu'il s'agisse de confession chrétienne, d'audition judiciaire ou de consultation psychologique, ce qu'on peut donc appeler un régime de vérité qui varie selon les cultures, les époques et les domaines. Il y a eu enfin le courage de la vérité, geste éthique et politique à la fois, de celle ou celui qui dit sa vérité à la société et au pouvoir sans préjuger des risques qu'il encourt ce faisant, que ce risque soit une mort physique ou une mort sociale. Si ces trois moments de la pensée foucaldienne, histoire de la vérité, régime de vérité, courage de la vérité, ont une résonance avec le monde dans lequel nous vivons, je voudrais terminer avec cet ultime enjeu, celui de la parésia, à savoir du risque qu'il peut y avoir à dire certaines vérités aujourd'hui, aussi bien sous des gouvernements autocratiques que sous des gouvernements réputés démocratiques. La chose n'est pas nouvelle puisque si Platon et Solon ont été confrontés à des autocrates, Socrate et Diogène, eux, vivaient dans une cité démocratique. Qu'on ne puisse critiquer le pouvoir en Chine ou en Russie, dénoncer la corruption en Azerbaïdjan ou au Nigeria, mettre en cause la privation des libertés en Égypte ou en Tunisie, protester contre la minorisation des femmes en Afghanistan ou en Iran, sans s'exposer à des sanctions sous la forme de longues peines d'emprisonnement, voire de mise à mort, ne surprend guère au regard des formes politiques de ces pays, ce qui n'empêche pas du reste des femmes et des hommes de manifester avec une remarquable bravoure ce courage de la vérité dont parle Michel Foucault. Mais aujourd'hui, les grandes démocraties ne sont pas exemptes de ces atteintes à la liberté d'opinion et à la liberté d'expression. Les réponses des gouvernements, notamment aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en Allemagne, en France, aux condamnations des destructions et des massacres commis par l'armée israélienne à Gaza depuis le 7 octobre 2023, en ont été l'illustration la plus éloquente, générant à la fois censure et autocensure. Une enquête internationale réalisée par l'Université du Maryland auprès de chercheuses et chercheurs spécialistes du Moyen-Orient au printemps 2024 montrait que 75% d'entre eux
déclarait ne pas s'exprimer sur le thème Israël-Palestine, sur lequel il travaillait, cette proportion s'élevant même à 83% aux États-Unis. Et que cette restriction qu'ils s'imposaient à eux-mêmes en raison des pressions subies par leur institution et par des groupes de pression, disait-il, concernait 8 fois plus souvent la critique d'Israël que la critique des Palestiniens, et ce, alors même que les 3/4 d'entre eux considéraient que ce qui se passait à Gaza s'apparentait à un génocide. Ce sujet est assurément celui sur lequel censure et autocensure s'exercent avec le plus de constance aujourd'hui, mais il n'est pas le seul. Aux États-Unis, l'organisation littéraire PEN America indique, d'une part, que 250 mots, dont carbon footprint, climate change, inequalities, discrimination, privilege, gender, race et même victims, immigrants, disability, autism, vaccines, men, women, pronoun, pronoms, et bien sûr Gulf of Mexico, sont désormais bannis ou évités dans les documents fédéraux, mais aussi dans les recherches financées par les institutions fédérales. Et d'autre part, que plus de la moitié de celles et ceux qui font des études supérieures aujourd'hui aux États-Unis le font dans des États où des lois et des politiques restreignent ce qui peut être enseigné à l'université, le nombre de ces États étant passé de 4 à 23 en seulement 4 années. Situation orwellienne dont on aurait tort de faire une exotique exception, car les sanctions d'étudiantes et étudiants, les désinvitations de professeurs, les annulations de conférences, les pressions sur les institutions universitaires se sont généralisées en Europe, y compris en France. En un temps où la liberté académique est ainsi menacée, il est plus que jamais nécessaire d'entendre l'ultime message de Michel Foucault. Le courage de la vérité, avec les risques qu'il implique, comme le savent certains d'entre nous, est une arme pacifique que chacun doit pouvoir manier pour défendre la démocratie. Je vous remercie.